On démarre donc avec Bruno Mettling. Bonjour Bruno. Je disais, ancien DRH et aujourd'hui, vous avez monté votre entreprise. Là encore, voilà. À quel âge, Bruno ? 60 et quelques années. Quand voilà. J'appelle ça les startups de vieux. On en a monté, nous aussi, j'appelle ça les startups de vieux. Vous avez raison. Président fondateur donc, du cabinet de conseil Topix. Alors, vous avez, il y a une dizaine de jours, publié, écrit en fait une ordonnance clé en main pour le gouvernement, c'est ça C'est ça. La feuille de route qu'on avait, c'était vous devez rédiger un projet d'ordonnance clé en main après avoir conduit la concertation qui nous permet de passer à l'action. Il y a eu beaucoup de rapports sur ces situations, sur ces travailleurs. Donc on parle des travailleurs des plateformes. Voilà, on parle des travailleurs des plateformes. Il y a eu beaucoup de rapports qui sont accumulés, donc de grande qualité. Il y a un moment donné où il faut passer à l'action. Et donc votre rôle, votre job, c'est de rédiger, avec l'équipe qui m'entourait, on était 3, avec Mathias Dufour et puis Pauline Tréquesser, vous devez rédiger l'ordonnance que le gouvernement va déposer. Alors, ça ne veut pas dire que le gouvernement va reprendre à la ligne tout ce qu'on a écrit, mais on lui a remis clé en main une ordonnance après une vaste concertation qui a créé quand même pas mal de consensus. Alors, démarrons à la limite par ce qui fâche, enfin j'en sais rien, je sais pas. Le truc qui m'a le plus surpris en fait, c'est l'idée d'élection et l'idée, j'ai l'impression, votre volonté, peut-être pas votre volonté, mais la conséquence, de remettre dans le jeu les syndicats classiques. Est-ce qu'en fait il faut des vieux rapports sociaux pour ces nouvelles formes de travail, Bruno ? C'est un enjeu important. Prenons quelques minutes quand même. Mais on a tout le temps là. Voilà, il faut vraiment prendre un petit peu de recul. La première chose qu'il faut, c'est que si on veut qu'il y ait un dialogue social digne de ce nom, il faut des représentants, j'insiste, légitimes, pas autoproclamés, de ces travailleurs de plateforme. Pourquoi pas autoproclamés ? Parce que la légitimité, elle s'acquiert à travers la désignation par ces travailleurs de qui a la légitimité pour les représenter. Donc, il faut des élections. Le sujet qu'on avait, c'est dans le schéma français, des élections veut dire monopole de représentation des syndicats. Et ça, on a dit non. Donc, dans notre proposition, et c'est là qu'il y a beaucoup de modernité, il y aura évidemment élection par ces travailleurs de plateforme de leurs représentants, et pourront se présenter tous ceux, qu'ils soient collectifs de travailleurs de ces plateformes qui se sont récemment constitués, qu'ils soient syndicats traditionnels dès lors qu'ils se sont organisés, à une condition, c'est que les représentants, les candidats, aient effectivement pratiqué ce métier. Ouais, c'est ça. Donc l'idée, c'est qu'on n'exclut pas les syndicats traditionnels. Ceux-ci n'ont pas de monopole, comme dans l'ancien schéma de représentation au premier tour. Les collectifs de travailleurs peuvent se présenter, et ce sont les travailleurs eux-mêmes, et c'est très moderne, qui pourront choisir leurs représentants. Pourquoi interdire, par exemple, on a rencontré la CGT, a créé un collectif du côté de la région de Bordeaux, qui les travailleurs se sentent légitimement représentés par la CGT. Très actif. Pourquoi ne pourraient-ils pas se présenter ? À l'inverse, on a rencontré des organisations comme le CLAP, qui ont engagé depuis de nombreuses années une vraie bataille, une vraie action pour représenter les intérêts des livreurs. Ils doivent pouvoir se présenter aussi. Donc pas d'exclusion. Je vais vous dire, Bruno, oui, mais qu'est-ce qui va se passer, Bruno ? Ce sont des indépendants, ces gars-là. Mais moi, je veux qu'on parle, parce que vous avez rencontré des collectifs et puis vous avez passé des heures carrées à faire tout ce truc. Donc, ce sont des indépendants. Globalement, ils ne vont pas aller voter. Globalement, vous allez vous retrouver... En fait, je vais vous dire, je vois ce truc, je vois toute votre bonne volonté évidente, et je me dis, on va revivre la séquence travail du dimanche. Et en fait, on va casser un outil de travail et un outil de croissance. Ça, c'est ce que certains disent. En gros, il ne peut pas y avoir de dynamique à travers du dialogue social compatible dans les formes traditionnelles avec les enjeux économiques et la dynamique de ces plateformes. Moi, je dis non. Moi, je dis que c'est l'inverse. Si on veut que dans nos sociétés se développe la formidable dynamique économique qui est associée à ces plateformes, et en particulier la dynamique de création d'emplois dont je veux rappeler ici qu'elle touche des publics qui sont exclus de l'accès à l'emploi traditionnel. 100 000 personnes aujourd'hui. Alors évidemment, dans des conditions horaires qui sont variables, mais 100 000 personnes, beaucoup d'entre elles, trouvent un accès à l'activité, à un job, grâce à cette nouvelle économie. Donc ça, c'est le point positif que ces plateformes apportent. Il ne faut pas le contester. Mais à l'inverse, penser qu'on peut bâtir cette dynamique dans des pays comme les nôtres, sans qu'il y ait un minimum de droits et de protection de ces travailleurs, c'est un leurre. Et donc tout le travail qui était le nôtre, c'est comment à la fois préserver la dynamique économique tout en expliquant à ces plateformes, qu'elles s'appellent Uber, qu'elles s'appellent Deliveroo, qu'elles s'appellent Steward, on ne peut pas construire en Europe, et en France en particulier, une dynamique économique en étant aussi loin des droits fondamentaux et des protections auxquels ont droit ces travailleurs. Et donc, pour faire ça, il faut à la fois du dialogue social, renouveler, réinventer, pas le dialogue social traditionnel, il faut à la fois un dialogue social, il faut de la négociation,
Et il faut, à l'inverse, j'allais dire, que ces acteurs aient des représentants de ces travailleurs en face d'eux. Droits fondamentaux, ça veut dire, par exemple, alors, mais là aussi, rentrons là-dedans, vous les avez rencontrés, c'est Uber, Deliveroo, Stuart, etc., tous. Bon. Ils sont dans quelle disposition d'esprit ? Ils ont essayé, eux, au fil des années, de mettre en place des dispositifs assurantiels, un dialogue direct, et des dispositifs assurantiels divers et variés. Et c'est toute la limite de ce système. Ce qu'ils ont fait est parfois intéressant. De ces forums, de ces éléments-là peuvent naître. Mais un dialogue social, une négociation qui aboutit à des droits, elle suppose un équilibre dans la légitimité qui n'est pas aujourd'hui. Quand vous êtes désigné par l'entreprise... Et disons-le dans le rapport de force. Dans le rapport de force. Bien sûr. Il n'y a pas l'équilibre nécessaire à une négociation équilibrée. Et donc, pour qu'il y ait cet équilibre, pour qu'il y ait cette négociation, pour qu'il y ait ce rapport de force, il faut à la fois des gens qui soient investis de la légitimité d'un processus sélectif. On a été désigné par 100 000 travailleurs comme leurs représentants, même si c'est avec un taux faible de participation. Ils ont cette légitimité tirée du fait que des milliers, je l'espère, des dizaines de milliers de travailleurs des plateformes auront voté pour eux, et face à eux, ils pourront dialoguer avec les plateformes. L'état d'esprit des plateformes, il nous a beaucoup intéressés. Il y a quelques années, on le sait bien, ils considéraient que la forme traditionnelle de plateforme était inappropriée. Ce modèle touche ses limites. Ouais. L'Europe n'accepte plus, et même les États-Unis. Donc qu'on soit en Californie, qu'on soit à New York... Ils ont gagné le référendum en Californie. Hein. Oui, je sais, mais à coût de centaines de millions de dollars. Je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de le faire partout. Qu'on soit en Europe, de partout, j'allais dire, on leur dit non. Votre modèle ne peut pas se construire sur un tel déséquilibre dans les droits fondamentaux. Et donc, il y a deux façons de faire les droits. Il y a la négociation collective, c'est la voie que l'on a privilégiée dans le cadre de la mission qu'on nous a confiée, qu'Elisabeth Borne, la ministre, nous a confiée. Il y a la négociation collective qui aboutit à de nouveaux droits. Et puis, il y a évidemment l'évolution à travers le statut. Mais en tout cas, ils sont bien conscients qu'ils ne peuvent plus continuer comme avant. Et l'idée, alors, c'est parce que justement, en Grande-Bretagne, la décision est tombée au moment où vous remettiez d'ailleurs ce projet d'ordonnance de ce tiers-statut, d'un élément hybride finalement pour une nouvelle forme de travail. Ça, vous le rejetez aussi, Bruno ? C'est le problème clé, et je vais vous prendre quelques minutes pour bien expliquer les genèses, parce que franchement, c'est un point absolument clé. Il y a deux voies pour assurer ce niveau de droit et de protection qui n'est pas aujourd'hui acceptable. Donc pour l'acquérir, il y a deux façons de faire. En gros, parce qu'on ne l'a pas dit, vous définissez ça, le champ, c'est sécurité sociale minimale, cotisation retraite. C'est les repos, c'est les temps de repos, c'est les salaires minimums. Ouais. C'est évidemment toute une série d'enjeux sur le temps de travail. Aujourd'hui, à Paris, je l'ai vérifié, il faut une cinquantaine d'heures de travail à peu près pour avoir un SMIC net. Quoi. Voilà, globalement. Et c'est à Paris où ça tourne. Et c'est à Paris où ça tourne. Voilà. Ça peut être beaucoup plus. Oui, et puis les jours donnés, à un moment donné, ça peut être beaucoup plus. Donc on voit bien qu'on n'est pas sur un niveau satisfaisant. Et je ne parle pas de droits des salariés, je parle de droits élémentaires des travailleurs. C'est très important de le rappeler parce qu'on est sur des droits européens, des principes européens qui aujourd'hui ne sont pas respectés, les droits au repos, le droit à un revenu minimum, etc. Le droit à avoir la capacité à se financer une protection sociale. Le sujet, donc, il y a deux variantes. Il y a la variante, j'allais dire, qu'on choisit certains pays, et il faut y revenir, l'Angleterre, l'Italie et d'autres pays, qui consiste à dire, entre le statut de salarié, les droits et les obligations qui s'y attachent, j'ai bien dit aussi les obligations qui s'y attachent, notamment un temps de travail, une loyauté à l'entreprise, etc., etc. Entre ce statut plein et entier de salarié et le statut d'indépendant, qui est le statut qu'ont souvent les livreurs dans beaucoup de pays, on va créer un tiers-statut. Exemple type, le statut de worker en Grande-Bretagne, avec des contrats qui peuvent faire 0 heure de travail. Il faut se le rappeler, tout ça. Donc là, le choix, il n'est pas entre le statut de salarié, comme certains voudraient le faire croire. Et là, pour le coup, je leur en veux beaucoup, parce que derrière leur soi-disant protection des travailleurs, il y a en fait la mise en place d'un tiers-statut qui déstabiliserait de mon point de vue, et en tout cas c'est le point de vue des partenaires sociaux en France, du MEDEF à la CGT, ils ne sont pas toujours d'accord, mais ils sont d'accord sur ce point, un tiers-statut. En gros, je donne une partie des droits, et du coup je n'ai pas les mêmes obligations qu'un salarié classique et indépendant. Nous, notre conviction, c'est que la France a refusé ce tiers-statut. On peut en parler. Mais en tout cas, quand est-ce qu'on a refusé ce tiers-statut ? Je peux vous dire que les partenaires sociaux unanimes, quand le ministre leur a posé la question... Est-ce que le 1,5 million d'auto-entrepreneurs ne sont pas en train de construire ce tiers-statut, justement, Bruno ? On peut y revenir, mais ce 1,5 million d'entrepreneurs, ils adhèrent fondamentalement au statut d'indépendant, pour la grande majorité d'entre eux. Donc, ce statut d'indépendant, c'est aussi des droits et des obligations. Donc, la logique est la nôtre, et j'insiste fortement. Elle est de dire entre détricoter le statut de salarié pour faire un tiers-statut, ce dont, de fait, ceux qui sont légitimes aujourd'hui pour représenter les entreprises et les salariés ne veulent pas. Ah oui, parce que ça fragiliserait, à votre avis, l'ensemble des salariés. Fondamentalement, c'est ça le grand risque, c'est qu'on crée une brèche. Oui, et c'est ce que nous ont dit les syndicats, en particulier les syndicats. Ils nous ont dit, si vous avez le tiers-statut, vous créez une brèche et les entreprises vont massivement transférer du statut et s'y engouffrer. Et donc, nous, on est contre le tiers-statut. Je comprends. Et donc, si vous voulez donner des droits et des protections
à ces travailleurs indépendants, mais je vais y revenir, ils ne sont pas tous dans le même sac, les travailleurs indépendants, je vais y venir dans un instant. Vous choisissez l'autre voie, qui est celle qu'on préconise, qui est celle que la ministre nous a demandé de privilégier, qui est le droit de la négociation collective, avec évidemment des représentants légitimes, des accords sociaux, et s'il n'y a pas accord, le cas échéant, intervention de la puissance publique pour permettre d'acquérir ces droits. Alors après, vous me dites, mais finalement, tous ces indépendants qui choisissent à leur place. Ils sont en train de construire quelque chose. Absolument. Donc il faut assumer ce statut d'indépendant. Et d'ailleurs, entre nous, dans les concertations qu'on a fait, les représentants des collectifs de VTC, par exemple, ne nous ont pas demandé le statut de salarié. Massivement, ils n'étaient pas d'accord. Les livreurs, certains nous ont demandé un statut, mais ils ont dit ce qu'on veut, c'est qu'ils aient le choix. Donc il n'y a pas de partisans en France réellement du statut, j'allais dire, obligatoire de salarié. Je le dis tranquillement en passant, c'est pas neutre, c'est quand même eux qui vivent ces réalités au quotidien. Donc la voie qu'on a privilégiée, c'est comment la négociation collective, le dialogue social, allait leur permettre d'acquérir ce minimum de droits et de protection, j'insiste lourdement, parce qu'aujourd'hui le compte n'y est pas, et c'est très problématique, comment ils allaient acquérir ces droits, sans forcément passer par la case changement de statut. Et donc c'est à l'intérieur des indépendants. Un mot sur le statut d'indépendant. Parce qu'en fait, le statut d'indépendant, et ça je crois qu'il faut se le dire, il y a deux grandes catégories. On ne peut pas mettre tous les indépendants dans le même sac. Je rappelle que le statut d'indépendant, il s'applique aux professions libérales. La réalité du statut d'indépendant, c'est qu'il y a ceux qui sont réellement indépendants dans le sens où ils ont la capacité à négocier, grâce à leur expertise, à leur niveau, leur prix, leurs tarifs, leurs conditions d'emploi. Et puis il y a ceux qui sont indépendants, mais dépendants économiquement. Et c'est en particulier ces travailleurs de plateforme. Ils n'ont pas le rapport de force, soyons clairs, qu'à un indépendant pour négocier. Donc, il fallait, à l'intérieur du statut des indépendants, et c'est un point très sensible, parce qu'en particulier, évidemment, le MEDEF et d'autres organisations patronales attirent l'attention sur les conditions d'une concurrence loyale. Donc, ces indépendants-là, ces travailleurs des plateformes, sont à l'évidence dépendants de ces plateformes, compte tenu, j'allais dire, de la réalité de la relation sociale et du rapport de force. Et pour eux, il est assez logique de prévoir, bien qu'indépendants, les conditions de négociation collective. C'est un petit peu compliqué. Même si... Non, je crois que c'est très très clair. Vous l'expliquez très clairement. Même si on est dans des grandes villes, et notamment à Paris, sur un rapport d'offre et de demande qui n'est pas forcément défavorable aux indépendants, justement. C'est vrai. À Paris, quand il pleut, et d'ailleurs on voit les tarifs bouger, c'est assez passionnant quand même. Hein. Tout à coup, il pleut et tout à coup, vous allez être payé le double pour la même course. Il y a là aussi quand même des rapports qui peuvent être en faveur de l'indépendant. Il y a des moments dans lesquels, effectivement, le travailleur de plateforme peut voir rééquilibrer les termes de sa prestation. Mais vous savez ce qui pose problème, fondamentalement, c'est que pour la même course, quasiment dans les mêmes conditions de temps, vous allez du jour au lendemain sans comprendre pourquoi connaître une variation. Pourquoi sans comprendre pourquoi? Vous savez très bien pourquoi. Non. Parce que la complexité, parce que les éléments qui sont rentrés en ligne de compte, parce que le nombre de livreurs présents à ce moment-là pour des raisons diverses et variées va considérablement varier. Et donc, je pense qu'un des enjeux de la négociation, en tout cas ils nous l'ont dit, c'est de mieux comprendre les mécanismes et de pouvoir donner leurs sentiments sur les mécanismes qui président à la fixation des prix. Il ne s'agit pas de... Voilà, donc... Modalité de partage d'informations et de dialogue, incluant la transparence, la lisibilité et l'évolution des algorithmes. Mais enfin ça c'est le cœur du secret des affaires, le fameux secret des affaires de l'ensemble de ces plateformes. Elles ne peuvent pas l'ouvrir comme ça. Non, elles ne peuvent pas non plus penser qu'on peut impunément faire varier de 30-40% du jour au lendemain, changer les règles du jeu, comme ça peut être le cas sans conséquence pour les... La météo est très importante dans ce métier. La météo, d'accord. La météo est très, très fondamentalement, importante. on peut se passer à l'autre bout de l'Atlantique. Je vais vous donner un exemple qui est très illustratif. Ce que nous ont dit ces travailleurs collectifs, on n'a pas été le vérifier, mais ce qu'ils nous ont quand même expliqué, c'est que du jour au lendemain, on leur a proposé, il a été décidé de leur offrir une assurance santé, souscrire des assurances privées, pour améliorer leur protection sociale, qui est franchement un des points les plus critiques. Au nom de cette protection sociale, de cette assurance, on a modifié, nous ont-ils expliqué, les conditions de rémunération, dans un rapport qui n'a rien à voir avec ce que représente le coût. Personne n'est en état d'aller vérifier. Est-ce qu'il est normal que vous perdiez, nous explique-t-il, une part très importante pour la même course, dans les mêmes conditions de climat et de nombre de participants, que vous perdiez une part substantielle de vos revenus au seul motif qu'il a été décidé de... Voilà, je m'arrête là. Je vais faire un peu provocateur. La question peut intéresser tous les salariés dans leur rapport aux mutuelles, si vous voulez, Bruno, sur le manque de transparence. Non, c'était une provocation. Je comprends tout à fait. Leurs représentants négocient aussi les termes des contrats. Vous voulez créer un cercle vertueux, finalement. À un moment, peut-être que les premières élections vont... Mais à un moment, ils vont réaliser, l'ensemble de ces travailleurs des plateformes, que oui, c'est bien d'un dialogue entre des gars qu'ils ont élus ou pas élus, mais c'est à eux de se bouger.
que va naître, une l'évolution de leur situation, exactement. etc. Donc sur un certain nombre de thèmes. Et donc nous, voilà, moi je pense que c'est une voie importante sous deux réserves. La première, c'est qu'elle se produise rapidement. Parce qu'ils ont quand même pas mal attendu. Oui, vous insistez beaucoup sur un sentiment d'urgence. Très honnêtement, on l'a redit au gouvernement, il y a beaucoup d'attentes, il y a un espoir qui a été créé par la dynamique qui est là, il y a eu des tas de rapports, mais il y a un moment donné où d'aucuns estiment qu'il est urgent. Donc on a fixé un calendrier qui était le minimum incompressible, on en convient, on a bousculé beaucoup de monde, y compris dans l'administration, mais on a bousculé beaucoup de monde en disant, grosso modo, l'ordonnance, et ça c'était le calendrier qui était fixé, doit sortir fin avril. Il faut que l'ensemble des textes d'application, parce que c'est pas facile de créer une structure de dialogue social en France, l'ensemble des textes d'application soient pris avant la fin de l'année, pour qu'au premier semestre 2022, les élections aient lieu et que la négociation collective s'engage au deuxième semestre. Il n'y a pas eu d'histoire de... Parce que je pense, j'ai parlé de la séquence travail du dimanche, on pense aussi à la séquence VTC. Et à la façon dont quand même, ça je vous... mais on a cassé une dynamique. On a cassé une dynamique, qu'on le veuille ou non. Il n'y a pas l'idée d'un diplôme, d'une formation, enfin de l'ensemble de ces éléments-là, qui, à chaque fois, sont quand même, on s'en rend compte, notamment avec les VTC, sont un moyen, en fait, de raréfier l'offre, quoi, de contrôler l'offre. De contrôler, de raréfier l'offre. Non, on n'en est pas. Et ça casse des dynamiques d'emploi. Donc, soyons clairs, ce n'était pas dans le champ de notre dynamique. D'accord. Et au contraire, moi, je suis de ceux qui pensent... Il y a un exemple qui est très intéressant dans les échanges qu'on a eus. C'est l'exemple de Just Eat. Just Eat a décidé de salarier ses livreurs. Ouais. Bon. On s'est intéressé à cet exemple, parce qu'après tout, on le devait à la réflexion qu'on conduit. Quand on creuse le modèle Just Eat, qui est très intéressant par ailleurs, d'abord, c'est leur droit de vouloir faire la différence à travers un statut social amélioré. Moi, je dis bravo, ils cassent. Il y a une dynamique, la régulation sociale, c'est ça. Simplement, il y a deux messages qu'il faut partager. Le premier, c'est que Just Eat a un modèle économique qui fait que la grande majorité de ses revenus, ils proviennent d'un contact direct entre les restaurateurs et les clients, sans passer par la livraison. Donc ça leur donne des capacités à investir ce champ que n'ont pas d'autres plateformes. Et puis le deuxième élément, c'est que ce qui est intéressant, c'est que quand les livreurs rejoignent Just Eat, il y a un processus de sélection, d'identification, qu'il faut que beaucoup d'entre eux renoncent à l'accès à travailler pour Just Eat parce qu'ils n'y trouvent pas leur compte en termes de contraintes, d'horaires précis, etc. Je le dis avec conviction. Non, mais pourquoi ? Parce que... Ce que m'a dit l'un d'entre eux, il m'a dit, en fait, ce sont eux les vrais esclaves. Les livreurs salariés de Just Eat. J'en sais rien. En tout cas, ça peut être perçu comme ça par les indépendants. Exactement, ça veut dire... Voilà. Donc moi, le message que j'adresse, c'est on doit pouvoir exercer ce métier de livreur. 2, dans le statut d'indépendant. 3, tout en ayant le minimum de droits et de protection qu'appelle un système social digne de ce nom. Et notre bataille, elle est là. Et qui donnera de la solidité au modèle de toute façon. Et qui renforcera le modèle. C'est la question des plateformes. Elles en ont conscience, elles voient bien les limites. Et je vous le dis franchement, l'alternative qui est le tiers statut, parce que c'est ça dont on parle, il ne faut pas tricher. Oui. Vous savez, un statut de salarié en France, avec les niveaux de droits, mais d'obligations associées au statut de salarié, ça ne fonctionne pas. Avec des gens qui, par définition, sont libres de leur temps de travail, peuvent choisir de travailler pour vous ou pour votre concurrent à tout moment, d'arbitrer librement. Ça ne fonctionne pas avec l'équilibre des droits et d'obligations du statut de salarié. Donc l'alternative entre détricoter le statut de salarié et des dizaines de millions de personnes qui sont derrière, et puis leur donner des droits par la négociation collective, nous pensons, je pense en tout cas, que c'est la deuxième voie qui est la bonne. Ça ne veut pas dire que le débat est terminé, mais ça veut dire que les plateformes, elles doivent quand même saisir cette occasion-là, et que si elles ne le faisaient pas, les pouvoirs publics devraient prendre leurs responsabilités, parce que cette situation en termes de droits et de protection des travailleurs, elle n'est pas acceptable. Un tel déficit n'est pas acceptable. Merci Bruno. Bruno Mettling, donc, qui était avec nous, notre premier invité sur Bismart.